Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de XY. Aujourd'hui, une émission en duo avec notre invité, une émission sur l'outing, donc pratique qui consiste à balancer l'orientation sexuelle ou de genre d'une personne sans son consentement, et ceci en place publique. Une pratique donc bien détestable, hein. Notre invité aujourd'hui est vidéaste, musicien, musicologue. La liste commence à être longue. Vlet Tapas, bonjour. Bonjour. Est-ce que j'ai oublié quelque chose en te présentant ? Non, et puis même, c'est pas très grave. Je n'apporte pas une grande importance à l'exhaustivité de mon CV. Non, d'accord. On va tout de suite passer à la séquence interview. Alors, tu ne portes pas une grande importance à ton CV, mais nos auditeurs ne te connaissent pas forcément, donc je vais te demander quand même de nous faire un peu l'inventaire de ta vie passionnante. Voilà. Par où commencer Par la naissance ? Non. Par la naissance. On va je suis né peut-être en éviter. 1988 à Nancy. Non, on va passer directement à ce que tu as fait, ce qui t'a fait connaître, ce qui te fait encore connaître. Enfin, voilà. D'accord. Alors de base, je suis musicien. J'ai fait des études de musicologie et j'ai étudié au conservatoire. Et puis je me suis retrouvé, un petit peu par les hasards de la vie, un jour à créer une chaîne de vulgarisation d'épistémologie, enfin de tout ce qui concerne la méthode scientifique et la production des connaissances, qui s'appelle La Tronche en Biais. Qui est ce qui m'a fait le plus connaître en fait, plus encore que ma carrière de musicien, et ce qui fait que je me suis retrouvé un petit peu malgré moi, parce que je m'attendais pas du tout à être connu pour ça, sur le devant de la scène. Alors j'ai jamais arrêté ma carrière de musicien, bien sûr, ça va de soi, mais c'est surtout pour ça que j'ai été connu, et surtout pour ça que je me suis attiré l'inimitié d'un sacré paquet de gens. Alors justement, bon, on parlera de la carrière musicale après, oui, puisque je t'ai demandé de me choisir des musiques à diffuser, donc on en parlera après. Faisons déjà un point sur comment on passe de musicien à spécialiste en vulgarisateur de la méthode scientifique, parce que ça m'intéresse quand même. Alors, en fait, c'est à cause de la musique, contre toute attente. Comme j'ai dit, j'ai fait des études de musicologie, je suis allé jusqu'à la thèse de musicologie. Et le problème de la musicologie, c'est que c'est un domaine qui est vraiment profondément matiné de pseudosciences, parce que malheureusement, on est à une époque dans laquelle les sciences humaines sont encore très très jeunes. Alors, on va vulgariser aussi, c'est quoi des pseudosciences ? Pseudosciences. Alors une pseudoscience, c'est tout simplement quelque chose qui se part de tous les attributs de la science, qui a l'air d'être de la science, qui ressemble à une connaissance dûment acquise avec une vraie méthode, mais qui n'en est pas du tout. Voilà, on peut penser par exemple à certaines pseudomédecines qui ont pu être pratiquées, qui sont encore pratiquées aujourd'hui, qui ressemblent à de la science, mais qui n'en sont pas du tout. Je ne vais pas donner des exemples pour pas m'attirer encore plus d'inimitié aujourd'hui, je ne suis pas là pour ça. Non, effectivement. Et puis ce serait bien que tu évites d'en amener à la radio aussi. Non, j'ai pas envie. Mais la psychanalyse, par exemple, hein, j'ai le droit, vu que c'est profondément homophobe, de dire que la psychanalyse, ça craint. Oh, on va en discuter après. Hein. Alors... Oui, et du coup, pour terminer, j'avais vraiment à cœur de pratiquer une musicologie qui soit la plus rigoureuse possible, qui soit la plus scientifique possible. Donc, je me suis intéressé à l'épistémologie. Donc, l'épistémologie, c'est la branche de la philosophie qui s'intéresse à la production des connaissances. Comment est-ce qu'on peut faire pour produire une connaissance qui soit fiable ? Comment on fait pour mettre en place un protocole qui permette de s'isoler le plus possible de tout ce qui peut nous faire nous tromper ? Notamment le fait qu'en tant qu'être humain, on est très très irrationnel et qu'on a tendance à chercher de l'agenticité là où il n'y en a pas, de l'agenticité, c'est-à-dire quelque chose qui va être la conséquence d'une autre chose, entre guillemets, pour vulgariser très 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 vulgairement. Donc j'avais à cœur de faire ça et je me suis intéressé à l'épistémologie pour pratiquer une bonne musicologie, et en m'intéressant à l'épistémologie, je suis arrivé vers tout ce qui concerne la méthode scientifique, vers tout ce qui concerne la zététique, donc c'est pareil, branche de la philosophie qui consiste à essayer de trier le bon grain de l'ivraie dans les connaissances et dans la production des connaissances. Et voilà, et puis du coup avec mon collègue Acer Mandax, qui lui est docteur en biologie, j'ai créé La Tronche en Biais, et ensemble on s'est mis à se battre un petit peu contre des moulins à vent. Hein. Alors justement, quels sont ces les moulins à vent contre lesquels vous vous êtes battus, tels des Don Quichotte Alors, c'est qui les ennemis que vous vous êtes fait ? Parce que je suis un peu curieux de ça. Bon, Jacques Grimaud, je pense qu'on ne peut pas l'éviter. Je pense malheureusement qu'on ne peut pas éviter Jacques Grimaud, qui est le mec qui est l'informateur de la révélation des pyramides, qui est un documentaire ou un faux documentaire parfaitement abject
dans lequel on retrouve tous les poncifs de la pseudo-égyptologie. Tout ce qui déconne dans les recherches sur l'égyptologie, on peut le retrouver là-dedans. Ce mec a quand même été jusqu'à interroger un vrai expert et falsifier ses réponses par le biais du montage pour lui faire dire des choses qu'il ne voulait pas dire. Donc voilà, vraiment des vraies initiatives de manipulation, en tout cas. Ouais, alors, petit message à nos auditeurs, si un jour vous avez envie de regarder la révélation des pyramides, faites-le, mais au second degré, genre comme un nanar, quoi. Ou mieux, regardez Stargate SG1, c'est exactement la même histoire, mais là au moins ça assume d'être de la fiction. Oui, c'est vrai aussi. Donc il y a lui, il y a eu... Plus sur les groupes, parce que Jacques Grimaud, c'était un peu pour l'humour, mais les groupes sur lesquels vous vous êtes attiré des inimitiés. Eh ben malheureusement, on s'est attiré l'inimitié de certains groupes féministes parce qu'on a commis une grosse bourde. Là, je le dis publiquement à l'antenne, c'était une bourde. Nous avons invité Peggy Sastre parce qu'on n'a pas été forcément très bien renseigné sur son travail, parce qu'on n'a pas très bien compris. Alors, c'est qui ? Peggy Sastre, c'est une philosophe qui a travaillé notamment sur les fondations biologiques et évolutionnaires des différences entre les genres. Qui est un vrai domaine hyper intéressant, vraiment très cool et qui, je pense, est nécessaire dans les luttes intersectionnelles actuelles, mais elle le fait avec un éclairage qui est pas très bon, pas très safe, pas très féministe, on va pas se mentir. D'ailleurs, elle a pas une très grande connaissance de l'histoire des luttes féministes, et du coup, ça a donné une émission qui était vraiment très gênante. Donc on s'est attiré l'inimitié de gens avec lesquels malheureusement on est globalement d'accord, et c'est justement ce qui est malheureusement entre guillemets la raison de ma présence ici. On s'est aussi attiré l'inimitié de certains militants LGBT notamment sur Twitter, parce que nous avons reçu Jacques Balthazar dans une émission, et Jacques Balthazar est l'une des personnes qui actuellement est à la pointe de la recherche en ce qui concerne les origines hormonales, génétiques, en tout cas innées, de l'orientation sexuelle. Et ces recherches sont vraiment très intéressantes. Là, actuellement, on est vraiment à l'aube de la recherche là-dessus. C'est-à-dire que pour l'instant, il a essentiellement étudié l'homosexualité masculine. Donc, il ne faut pas s'amuser à lire ces recherches en essayant d'aller au-delà de juste tout simplement le cadre local qu'il a mis en place, c'est-à-dire uniquement l'homosexualité masculine. Il l'a fait avec un protocole qui est franchement intéressant. Il l'a fait en étudiant les pics hormonaux chez les rats, qui est une espèce qui est assez proche de l'homme. Pour des raisons évidentes d'éthique scientifique, on ne peut pas reproduire ces expériences sur les hommes, et encore heureux. Mais en tout cas, ça donne un éclairage qui est vraiment très intéressant, et du coup, on l'a invité pour en parler parce que, l'air de rien, historiquement, dans l'historique des luttes LGBT, la fondation innée de l'homosexualité et des sexualités et des identités de genre en général, c'est quand même quelque chose qui était très important. Parce que ce qu'on oublie peut-être un petit peu trop aujourd'hui, parce qu'on a quand même, on est à une époque dans laquelle les différentes orientations sexuelles sont beaucoup plus acceptées qu'à l'époque des émeutes de Stonewall, par exemple. Mais la notion de choix était vraiment au cœur de beaucoup de reproches que recevaient les personnes queer à l'époque. Voilà, on leur reprochait de faire les mauvais choix, on leur reprochait de ne pas faire d'efforts. Il y a eu des thérapies de reconversion qui étaient mises en place, des choses vraiment dégoûtantes. On a déjà fait des émissions les autres années sur les thérapies de conversion et la violence que ça a pu être. Voilà, exactement. Je veux dire, c'est aberrant. Et pour quelqu'un de ma génération, je veux dire, j'ai 30 ans, 31 ans. J'ai 31 ans aujourd'hui, et je vois bien quand j'étais jeune à quel point j'aurais aimé, au moment de mon coming out, dire à mes parents papa, maman, c'est pas votre faute, c'est pas un problème d'éducation, c'est comme ça, c'est inné, je l'ai pas choisi, c'est la faute à personne, c'est normal quoi, il y a pas de problème. Et donc du coup, à l'époque j'étais pas out, mais c'était hyper important pour moi, par rapport à mon vécu de queer, d'inviter cette personne à notre émission. Donc on l'a fait. Le problème, c'est que la grande mode actuellement, c'est de dire que l'orientation sexuelle et l'identité de genre a une fondation qui est essentiellement sociale. Ce qui est une théorie comme une autre, que je ne rejette pas, peut-être. Il y a même de fortes chances que ce ne soit pas tout social ou tout génétique, mais ce soit un mélange des deux. Un mélange des deux. Donc je ne rejette absolument pas la dimension sociale de l'orientation sexuelle. Toujours est-il que j'avais envie de parler de la dimension génétique par rapport à mon propre vécu de personne LGBT.
Sauf que comme j'étais pas out à l'époque, pour beaucoup de personnes, je n'étais pas légitime pour en parler. L'Astec, notre association qui est en partie LGBT, justement, je vais outer personne dans l'association, mais il y a des personnes LGBT dans l'association. D'ailleurs, tout le monde ne sait pas qui est dans l'association. La liste des membres n'est pas publique, n'est pas forcément connue. Donc, je dirais mal en disant ça, mais c'est absolument pas une association de mecs blancs cis. Hein, ça, c'est certain, par contre. Mais vu qu'on a été identifié à des mecs blancs cis, bruns, barbus, vu que c'est Mandax et moi qui apparaissons dans les émissions. Oui, enfin, ça commence à devenir cheveux blancs chez un de vous deux. Ça commence à devenir cheveux blancs chez l'un de nous deux, et ça commence même à devenir cheveux bleus parce qu'on a Morgane, qui est l'une des membres de l'Astec, qui est de plus en plus souvent dans l'émission. D'ailleurs, je la salue et je la remercie de sa présence. Voilà, vous pouvez regarder Le Bénéfice du Doute sur notre chaîne YouTube. C'est une très bonne émission et on l'a vu pour la première fois dans l'épisode 2 du Bénéfice du Doute. Absolument, émission très intéressante par ailleurs. Et du coup, on s'est retrouvé à s'attirer l'inimitié de certains militants queer. En plus, mon collègue Acer Mandax a une très très légère tendance à jouer l'avocat du diable. Donc même les personnes qui sont d'accord avec lui, quand il donne des mauvais arguments, il a tendance à les bâcler, à les tacler. Ce qui fait que du coup, pour beaucoup de personnes, il est passé pour un transphobe, homophobe, machiste, enfin tout ce qu'on veut, ce qu'il n'est pas, voilà. Mais ça fait beaucoup d'éléments qui ont fait que nous avons fini par passer pour des personnes problématiques, pour reprendre le vocabulaire actuel. Après cette émission, pour laquelle on a reçu autant de compliments que d'insultes, d'ailleurs les insultes la plupart du temps de la part de personnes qui n'avaient pas vu l'émission, j'ai une anecdote très très drôle à ce sujet que je raconterai après. Au bout d'un moment, un peu de temps après ça, il y a une personne qui est arrivée et qui a demandé un événement que je ne vais pas nommer parce que c'est un bon événement et que j'ai pas envie qu'il soit mal vu parce que c'est pas du tout de la faute des organisateurs. Quelqu'un qui a dit un événement, j'ose espérer que la Tronchambier sera pas invitée cette année. Le porte-parole de l'événement, qui est une personne que je n'aime pas beaucoup, a dit ouais non, hors de question qu'on ait quoi que ce soit à faire avec ces gens-là, parce qu'ils faisaient partie de ceux qui étaient persuadés qu'on était homophobes. Évidemment. Voilà. Et du coup, je suis arrivé, j'ai dit c'est dommage parce qu'en fait, les années précédentes, moi, j'aimais bien venir faire des conférences. Je trouvais que c'était un très très bon événement et j'aurais bien aimé être averti ailleurs qu'en public sur les réseaux sociaux. J'étais devenu persona non grata là-bas, ça aurait été sympa. J'ai été contacté après par l'événement pour dire non, t'es pas persona non grata, il a dit de la merde. Et il y a le gars qui avait sorti, qui faisait partie des bénévoles de l'association, donc qui m'avait vu en off dans les coulisses et tout, et vu que je cache absolument pas mon orientation sexuelle en off, il a dû la prendre comme ça, je sais pas, ou alors son guédard marche très bien, je sais que dalle. Il a répondu qu'il trouvait très très bien que je ne sois pas invité et que j'étais la preuve qu'on pouvait être gay et homophobe. Là j'ai eu un moment de wow, attends, est-ce que ça vient de m'arriver? Oui. Ça m'est arrivé aussi, ça peut te rassurer. Ouais, voilà, ça arrive à plein de gens. À partir du moment où on a une présence publique et qu'on est queer, faut vraiment s'attendre à ce que ça arrive, malheureusement. Et donc, juste, voilà, j'ai répondu, franchement, je viens de me faire outer, là, sur les réseaux sociaux, ça vient d'arriver. Et il me répond, ouais, je suis pour l'outing politique, enfin, le fair outing, ce qu'on appelle le fair outing, ce qui est un petit peu comme, je sais pas, la merde, le génocide bienveillant. Qu'est-ce que c'est le fair outing? Oui, d'accord, oui, la croissance négative, un oxymore, quoi. Voilà, c'est ça, oxymore sur 20. Voilà, dans la plus pure tradition ACT-UPienne. Alors ACT UP, c'est pas du tout ce qu'ils ont fait déjà. Quand on a un minimum de connaissances de l'historique d'ACT UP, on sait que c'est pas du tout ce qu'ils ont fait, et on sait aussi que ACT UP a déclaré par la suite que c'était pas une chose à faire. Donc se revendiquer d'ACT UP pour le fair outing, c'est d'une stupidité confondante. Et il a continué comme ça à m'insulter. Voilà, de toute façon, tout ce que je suis en train de dire là, j'en parle un peu plus clairement avec des screens pour bien montrer ce qu'il en est, en cachant le nom de la personne parce que je suis pas comme ça, dans une vidéo que j'ai sortie sur la chaîne de la Tronchambier qui s'appelle, je crois, Réponse à mon outing, dans lequel voilà, je montre vraiment les screens de ce que la personne a dit, je parle un petit peu de l'historique de tout ça, donc si des gens ont envie d'en voir plus là-dessus, ils le peuvent. Et toujours est-il que c'est ce jour-là que je me suis retrouvé à me faire outer, et voilà, bon.
dans l'absolu, depuis, je suis out, alors que c'est quelque chose que j'hésitais à faire depuis très très longtemps. Donc j'ai essayé d'en faire quelque chose de positif, mais... Justement, on va parler de ce qui s'est passé après, de comment tu as vécu tout ça. On va déjà faire une première pause musicale et puis on reprendra après. T'envoies Thomas ? Allez, vas-y. Parti. Just remember they are the bad ones. They're unlike us. That's true. And they reek of hate. I was told that they hated every one of us. Now it is worse. They despise what is not of their kind. That's so. When you meet anyone, you must protect yourself. Because every one of them will show blood for your pain. They will persecute you to the grave. They will permanently persecute you. Heap opprobrium on you. Because they perverted pigs, petty pitiful pricks. And I spit on this pest. I puke at some pure blood of bad in the eggs. Those bumpush nourishes. Those big bugs of our pride.
Alors, c'était Friction de ton groupe de musique, donc je te laisse faire ta promo. Comment s'appelle le groupe? Est-ce que vous êtes en concert bientôt? Le groupe s'appelle Sphera, S-P-H-A-E-R-A, voilà, donc grec sphère. Et nous sommes en concert bientôt, absolument. On est en concert chez Paulette le 19 avril avec Misanthrope. Et on redonnera les dates à la fin de l'interview. Alors, on va revenir sur cet outing. Donc, tu nous as raconté. J'aimerais que tu nous racontes maintenant, parce que tu nous as raconté les faits. Maintenant, j'aimerais que tu nous racontes comment tu as vécu ça. Pas bien. Oui, bah ça, je m'en doute. Mais il va falloir détailler un peu, là. Pas bien du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant cet outing, ça faisait 5 ans que j'avais une vie publique sur Internet, avec La Tronche en biais, mais aussi avec mon autre émission qui s'appelle Le 7 barré sur ma chaîne perso qui s'appelle Vlad Tapas, dans laquelle je parle de musicologie justement et de musique, notamment de musique de jeux vidéo. Et j'avais déjà je vous conseille, surtout qu'il y a un très bon choix de musique. Ah, merci. Et donc j'avais déjà une vie publique depuis pas mal longtemps. Et le fait est que je me demandais, vraiment, ça faisait littéralement 5 ans que je me demandais, est-ce que je devrais faire mon coming out? Parce que je me disais que j'avais pas envie d'être identifié à cause de mon orientation sexuelle. Parce que voilà, je suis musicologue, je suis vulgarisateur en épistémologie. Pour moi, mon identité principale publique, c'était ça. Et est-ce que tu avais des points de comparaison, des vidéastes que tu connaissais, qui avaient fait leur coming out, et où ça s'était passé ou pas passé, ou t'en connaissais pas? Eh bien justement non, aucun. D'accord. Absolument personne. Et c'est même pas, j'avais pas nécessairement peur que mon coming out se passe bien ou ne se passe pas bien. Je veux dire, c'est bon, l'homophobie, j'ai connu toute ma vie. Je savais très très bien que si je devais être out, il y aurait des personnes pour me soutenir et des personnes pour me rabaisser, me descendre. En plus, je veux dire, voilà, musique, épistémologie, science, globalement, c'est des domaines dans lesquels il y a en moyenne moins d'homophobie que dans certains autres milieux. Encore que, et ça j'en parlerai après. Donc, j'avais pas trop peur, en fait. Mais j'avais pas envie, je craignais que ça devienne mon identité. Parce que j'ai grandi dans un environnement télévisuel dans lequel, à partir du moment où une personne était identifiée comme LGBT, son identité, ça devenait LGBT. Voilà, c'était le LGBT de service à la télé. Je veux dire, dans chaque émission de télé, quand j'étais jeune, il y avait une personne queer. Elle était que ça. Et elle était que ça. Même si elle était brillante par ailleurs. Elle était que ça. C'était la personne queer de service. Tu avais peur, en fait, qu'on te ramène, que malgré la qualité de tes vidéos, on te ramène systématiquement à ça? C'est un peu ça. Et d'un autre côté, il y avait une autre part de moi, justement, qui se disait, mais j'en ai marre que les personnes queer soient justement les queers de service. Et j'avais envie de montrer, voilà, on peut être queer et faire autre chose. Mon identité, c'est pas LGBT. Mon identité, c'est je suis musicien, je suis vulgarisateur, etc. J'avais envie de montrer, merde, on peut aussi ne pas se résumer à ça. Donc, j'avais cette espèce d'hésitation, vraiment. Et je savais pas. Et c'est vraiment un truc qui me... Voilà, je veux dire, c'est dur. J'en ai beaucoup souffert quand j'étais plus jeune de mon orientation sexuelle. Et je me disais, merde, le mec adulte que je suis aujourd'hui, est-ce qu'il a pas un devoir par rapport à ça? Et je me demandais. Donc c'était vraiment un sujet de souffrance pour moi, un sujet d'interrogation très très lourd. Et ce sujet d'interrogation très très lourd, je m'en suis retrouvé dépossédé d'un seul coup. Oui, j'imagine. Voilà, d'un seul coup, quelqu'un a pris la décision pour moi, tu fermes ta gueule, je le fais pour toi. Ouah, c'est violent. C'est méga violent. Je pense que pour les personnes qui ont décidé de faire leur coming out elles-mêmes, ou les personnes qui n'ont pas à faire de coming out, parce qu'elles sont hétéros, parce que j'imagine bien qu'il y a des hétéros qui écoutent l'émission, oui. J'imagine bien que c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à appréhender. Mais l'outing, c'est vraiment quelque chose d'hyper violent. Surtout si on a un rapport à sa propre orientation sexuelle qui est un peu conflictuel. Ce qui n'est pas mon cas. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont subi des outings qui ont vraiment disparu de la vie publique, quoi. Parce que ça devenait vraiment trop dur pour elles. Donc ouais, je l'ai franchement pas très très bien vécu. En plus, pour l'anecdote nulle, ça fait vraiment ses parents sont morts le jour de son anniversaire, mais moi c'est le jour de Noël que je l'ai appris. Ah. Donc ce bâtard m'a complètement niqué ma fête de Noël. Donc j'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien, et pendant plusieurs jours j'étais mal, j'étais vraiment vraiment mal. J'ai beaucoup de mal à sortir de chez moi dans cette période-là, et puis je me suis dit merde, c'est arrivé, essaye d'en faire quelque chose de positif. De toute façon tu peux pas revenir en arrière. Non là. Voilà.
Et du coup, c'est là que j'ai décidé de sortir cette vidéo dont je parlais plus tôt, dans laquelle j'en ai profité pour parler un petit peu de ce que ça peut être le vécu de personnes LGBT, de ce que ça peut être le vécu de personnes LGBT dans un milieu qui n'est pas un milieu queer, de ce que c'est que l'outing, de toutes les implications politiques d'un tel geste, et tout ça. Et quelque part, je suis vraiment très très content. Au final, l'un dans l'autre, je vais pas le remercier, ça reste un connard. Oui, évidemment. Mais je suis content pas de m'être fait outer, mais je suis très content d'être out. Par contre, parce que suite à ça, maintenant que les gens savent, j'ai reçu des témoignages hyper touchants et des messages de personnes qui me disaient que ça leur avait fait du bien, justement par rapport à ce que je disais plus tôt, ça leur avait fait du bien de se dire ah merde. Cette personne-là que je suis depuis des années parce que je trouve son travail hyper intéressant, en plus, cette personne-là partage des éléments communs de vie avec moi. Et les personnes, ça leur a fait du bien. J'ai reçu des messages de parents qui m'ont remercié, qui m'ont dit « Putain, ok, ça chamboule un peu, mais du coup, ça nous fait vraiment nous remettre en question sur l'image qu'on avait de tout ça. » Donc ça, mes meilleurs messages que j'ai pu recevoir, quoi. Message de soutien aussi, j'imagine. Et message de soutien en pagaille, ouais. Message d'insulte, évidemment. Évidemment. Surtout que les commentaires YouTube, c'est quand même pas le lieu de la bienveillance. Hein. Ah non, mais totalement. Ceci étant, si des personnes ont envie de se prendre une bonne dose de bienveillance, bon alors, bien sûr, il y a des crottes de nez sur le chemin, mais vraiment, faut pas hésiter à lire les commentaires sur cette vidéo-là parce qu'on a reçu une déferlante d'amour. Je les ai regardés pour préparer l'émission. C'est vrai qu'il y a beaucoup de messages qui sont de soutien, des messages d'amour. Mais ouais, plein. Et ça fait vraiment du bien parce que, pareil, il y a des anecdotes. Suite à ça, il y a une très très bonne vidéaste que j'ai pas trop envie de dire son nom parce que j'ai pas envie de la mettre mal à l'aise, trans, qui a décidé de faire son coming out sur sa chaîne parce qu'elle se disait ok, peut-être qu'il est temps qu'on montre que dans les sphères scientifiques on existe. Oui. Et ouais, je suis vraiment très 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 heureux parce que il y a un petit mouvement de prise de conscience qui s'est mis en place suite à ça, qui fait du bien, quoi. Qui fait vraiment du bien. Donc ouais, outing très très nul. Par contre, je regrette absolument pas d'être out. Ça, c'est certain. Ton entourage était au courant ? Oui, personne l'a appris de manière nulle à cause de ça. D'accord, c'est déjà bien. C'est déjà une bonne chose. Parce que si en plus les parents le découvrent à ce moment-là, c'est quand même éminemment plus compliqué. Ouais, non, même mes parents, ils m'ont, quand ils ont vu cette vidéo, parce que mes parents suivent ma chaîne, quand ils ont vu cette vidéo, justement, ils m'ont contacté pour me demander si ça allait. Non, mes parents qui ont eu du mal au début, on va pas se mentir, quand j'ai fait mon coming out. C'est jamais facile. Voilà, je veux dire, je viens d'une famille portugaise qui était à l'époque hyper tradie et croyante. C'est plus le cas du tout. J'aime croire que j'en suis en partie responsable. Voilà. Non, à l'époque, ça s'est très mal passé. Aujourd'hui, ils sont tellement supportifs, c'est incroyable. Non, donc ils m'ont appelé pour me demander comment ça allait. Ils ont très bien compris la violence de l'acte, pour le coup. Oui, on a dit en début d'émission que tu t'étais fait beaucoup d'ennemis. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'en servent contre toi ? Oui. Oui, du coup, on peut avoir des détails sur c'est des insultes, c'est... Oh bah oui, des insultes en pagaille, en veux-tu, en voilà, des je le savais, bien sûr, parce que c'est évident, à partir du moment où une personne fait son coming out, tous les gros connards de merde sont en mode « Ah, je le savais, ça se voyait trop, pédé !» Ouais. Nique-toi. Donc ouais, non, bien sûr, il y a des personnes qui essaient de s'en servir contre moi, mais ce qui est drôle, c'est que très très vite, elles se rendent compte que c'est limité. Parce que je m'en bats les couilles. Oui, évidemment. Qu'est-ce que vous essayez d'accomplir avec les insultes homophobes ? Je suis rodé, c'est bon, essaye autre chose. Mais bien sûr, il y en a qui ont essayé d'utiliser ça contre moi sans grand succès. Parce que c'est pas une arme. C'est une arme qu'à partir du moment où on en souffre, et moi, j'en souffre plus du tout. Ouais. Sur le moment, par contre, ça a dû être... parce qu'il y a l'outing... Et puis il y a tout de suite après les insultes que tu vas te prendre. Parce que, évidemment, il y a les messages de soutien, mais il y a les insultes qui viennent en même temps. Ouais, non, ça fait franchement pas plaisir. Mais très très vite, une fois que l'aspect affect immédiat, presque, j'ai envie de dire, le terme est très impropre et je me fais engueuler par les copains zététiciens, très reptiliens de la chose est passé, on raisonne et on se dit, mais ils disent PD comme ils pourraient dire moche, ils disent PD comme ils pourraient dire femmelette, ils disent PD comme ils pourraient dire enfoiré, ils disent PD comme ils pourraient dire n'importe quoi. Oui, moment que ça peut te faire mal. Du moment, voilà, c'est juste des tentatives pour faire mal. Et à partir du moment où on réalise qu'en fait,
les mots n'ont que le pouvoir qu'on décide de leur conférer, PD cesse d'être une insulte. C'est quoi les... Parce que ça fait pratiquement... Ça fait plus d'1 an, là, hein, que le outing a été fait. Alors, tu nous as dit que finalement, tu étais content. T'en as tiré quelle leçon de vie de toute cette expérience? Que contrairement à ce que je craignais, ça n'a absolument rien changé. Dans les milieux dans lesquels j'évolue, je dis pas que... Alors justement, parlons-en. J'en parlerai, mais dans les milieux dans lesquels j'évolue dans la science, ça n'a absolument rien changé. Ce qui, ça, est très positif. Dans la musique, c'est un petit peu différent. Je pense que j'épiloguerai là-dessus un petit peu après. Dans la musique, c'est un peu différent, mais ça n'a pas changé grand-chose. Autre point par rapport à ce que ça a changé, mais c'est que je me sens tellement plus en accord avec moi-même. En ça qu'il y a certaines choses que j'ai cessé de m'interdire de dire en me disant ouais non gaffe, ce sera peut-être un indice un peu trop fort là. Ouais. Puis il y a toujours ce sentiment de décalage parce que par exemple les gens vont se demander si en plus ça arrive souvent que quand tu as un vidéaste, il y a forcément des messages est-ce qu'il a une copine ou des trucs comme ça. Il y a toujours ce moment de décalage où ça met pas mal à l'aise, mais juste tu dis c'est pas moi quoi. Ouais, non. C'est ce petit moment de décalage qui est pas une gêne, juste non quoi. Enfin, c'est pas moi. Et il y a ce petit truc là. Après, vu que j'ai eu quelques femmes dans ma vie, dans l'absolu oui ou non, mais non, mais pas forcément ce message-là, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, mais bien sûr. Ce décalage entre ce que les gens pensent et ce que t'es, quoi. Oui, mais je veux dire, par exemple, il y a eu énormément de personnes qui étaient persuadées que des femmes de l'équipe et des membres de l'équipe étaient en couple, quoi. Ou même des messages hyper malaisants dans les chats. Bon, alors ça, par contre, les gens, arrêtez. Messages hyper malaisants dans le chat à chaque fois qu'on reçoit une femme invitée, en mode oh là là, la tension sexuelle est palpable sur le plateau. Non, calmez-vous. Zéro tension sexuelle sur le plateau dans la tronche en bien, on est trop occupé. Alors, dans les derniers lives que j'ai vus, c'était moins ça que des messages sur le physique de l'invité. Mais... c'est tellement relou, ça. Oh là là. C'était un peu glauque. Non, c'est vraiment hyper gênant, sérieux. Mais là, c'est plus un problème de sexisme que d'homophobie, mais ouais, non. Oui, mais c'est toujours bien de le rappeler. Oui, ça totalement. D'ailleurs, dès que j'en ai l'occasion, je le fais. Mais ouais, cette espèce de propension quand on reçoit une femme à avoir des commentaires sur son physique, mais dans un sens comme dans l'autre, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que c'est un super compliment de dire ah là là, elle est super jolie. Mais non, je veux dire, elle vient pas parce qu'elle est super jolie, elle vient parce que elle vient parce qu'elle a un sujet. Voilà, elle vient parce que c'est l'une des expertes mondiales concernant les dérives sectaires. Dites pas qu'elle a un joli tailleur, elle s'en bat les couilles. Oui. Elle est pas là pour ça. On n'a pas ça avec des mecs. Même si c'est vrai, oui, non, même si c'est vrai, c'est pas le sujet. Donc, voilà, même si c'est vrai par ailleurs. Bah oui, et puis quand tu parles... Et en plus, il y a toujours ce truc de... Quand tu parles de ça, tu parles pas d'autre chose. Donc en gros, là, pendant que tu parles de son tailleur, tu parles pas des dérives sectaires et tout ça. C'est ça. Donc, c'est toujours... Si, dans les trucs nuls, bien sûr. Dans les trucs nuls par rapport à l'identité, par rapport à mon identité, il y a bien sûr l'époque où j'ai eu des cheveux bleus. Où j'ai eu des cheveux bleus parce que je suis un gros fan de culture punk. Donc les cheveux fluo, ça m'éclate. Et il y a une période durant laquelle j'ai eu les cheveux bleus et ça a pas manqué. À partir du moment où j'ai été outé, les personnes qui ont su que j'étais out ont tout de suite sorti. Ah putain, les cheveux bleus, c'est pour ça, bien sûr. Oui, maintenant j'ai l'impression que les cheveux bleus, ça veut plus forcément dire queer ou quoi que ce soit. Ils attribuent ça ce qu'ils appellent les social justice warriors. Ouais, voilà. Qui a une définition qui est un peu floue. Moi, j'arrive pas bien à comprendre ce que c'est, mais enfin bon. C'est méga compliqué. C'est un terme qui a été inventé par la droite américaine pour décrédibiliser les militants de la justice sociale. Oui, sauf que je vois pas en quoi c'est un défaut de se battre pour la justice sociale. Enfin, il y a des problèmes avec la méthode de certaines personnes. Je l'ai subi, puisque clairement, la personne qui m'a outé, c'était. Oui, mais c'est un problème de méthode, pas une question de sujet qu'on défend. Exactement, donc, on est totalement d'accord. Oui, moi, d'ailleurs, ça va être l'occasion de moi faire mon témoignage, puisque j'ai eu. Moi, je me suis pas fait outer. Moi, je me suis retrouvé dans Minute parce que j'avais un copain qui, à l'époque, était Front National, qui maintenant vote Mélenchon. T'as fait du bon travail. Oui. Le nom de la rose, pour les gens qui connaissent pas, c'est une nana qui couche avec des mecs pour qu'ils passent à gauche. J'ai fait la même chose. Non, mais en gros, maintenant c'est fini tout ça, mais il y a eu cette affaire-là déjà, donc du coup tu te retrouves dans Minute, c'est sympa. Et en plus, à côté de ça, moi j'étais déjà de gauche, j'étais déjà militant de la cause LGBT, déjà spinoziste et tout ça, et quand tu arrives et t'es spinoziste et que tu expliques à des militants LGBTQI+, que le terme de déconstruction
si vous voulez vraiment être de gauche et avoir une gauche qui ne risque pas de dériver sur un truc libéral nul, il vaut mieux éviter le terme déconstruction parce qu'on déconstruit jamais rien, on construit par-dessus et les préjugés, tu les gardes à vie. Ça laisse des traces. Et Exactement. en plus, je viens d'une famille qui est un peu à droite, pour pas dire complètement à droite. Et du coup, le racisme intégré, la peur d'une personne de couleur quand tu passes dans la rue, moi je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est de devoir vivre avec et d'essayer de s'en départir le plus possible parce qu'en vrai, je sais que c'est débile et tout ça, mais c'est un vrai travail et je pense que ces personnes ne se rendent pas compte du travail que ça demande à une personne qui a été élevée dans un truc un peu raciste, juste un peu raciste, hein. Pas raciste genre aller taper des Arabes et des PD, hein. Juste un peu raciste. De savoir à quel point c'est difficile de s'en départir. C'est pour ça que ce terme de déconstruction, j'avais dit qu'il fallait le virer, que ça allait pas, qu'on construisait toujours par-dessus, mais que ça partait jamais. Et je me suis pris un t'es pas militant et tout, et machin, et puis ton mec est de droite, et puis voilà, et puis. Donc voilà, c'est des trucs que, bon. Avec le temps, t'apprends à vivre avec. Tu te dis, bah écoutez, moi j'ai ma façon de penser, c'est pas la vôtre, et je pense qu'en plus la vôtre pose des problèmes. Et pour le coup, c'est un truc que je reproche beaucoup à tout ce mouvement LGBTQI+, qui a tendance à faire de l'outing, à être extrêmement violent avec les opposants. Ils ont des notions extrêmement libérales, mais qui conduisent à des dérives de libéralisme économique. C'est Frédéric Lordon qui explique très bien ça, c'est que le marché a tendance à tout coloniser. Et il y a vraiment des notions de marchandisation qui rentrent derrière en loose day, en fait, dans ces logiques-là, qui, moi, me posent de gros problèmes. Mais quand tu leur expliques ça, ils veulent pas comprendre, en fait. Il y a leur logique et ils veulent pas essayer de rentrer dans une autre. Après, ils se battent pour des bonnes causes, hein. Il n'y a pas de problème pour ça. On est d'accord. Après, les méthodes, c'est compliqué, hein. Et à partir du moment où les méthodes plaisent pas, ça peut bifurquer, hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a autant de féminismes différents. Bien sûr. C'est parce que déjà, pour le féminisme, il y a des sujets différents et derrière, il y a des méthodes de lutte différentes sur lesquelles toutes les féministes ne sont pas d'accord. Et sur les LGBTQI+, ça a tendance à être un peu la même chose. Du coup, ça devient très vite très compliqué. Oui, preach. Voilà. C'était mon témoignage à moi. Je te propose de faire une deuxième pause musicale. Alors, Allez. celle-là, c'est Half-Life et c'est toujours de ton groupe de musique qui s'appelle Sphera. Tout à fait. Inside my shell
Alors avant qu'on parle du groupe de musique qui a combien de temps maintenant, parce qu'il est assez jeune, hein. Ah oui, il est vachement jeune, il a moins de 2 ans en fait. Oui, donc bon, on en parlera après. Tu voulais faire un dernier commentaire sur tout ce qui est lutte LGBTQI+. Dernier commentaire, en fait, dernière chose qu'on peut dire malheureusement sur les luttes queer. J'aime bien le terme queer parce qu'il est plus Plus englobant. Oui, il n'y a pas tous les sigles. il n'y a parce pas que- tous les sigles à côté, je le trouve très englobant. Donc pour Non, moi, et il est puis, très très bien. pour moi qui bosse dans l'administratif, les sigles, j'en bouffe toute la journée. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de dire queer. Il faudrait que je m'y habitue. J'ai tendance à ajouter toutes les lettres les unes après les autres et à mettre un plus à la fin. Puis il y a plein de jeux de mots stupides à faire avec, donc moi j'adore ça. Oui. Mais ouais, malheureusement, le gros souci qu'on a, c'est qu'il y a un gros problème de méthode. Parce que, et ça malheureusement, désolé, mais les gens à l'extrême droite, ils ont la même sensation. On se sent du bon côté. On se sent du bon côté de l'histoire et il y a quelquefois cette espèce d'impression que avoir raison est une fin en soi. Oui, et que ça suffit. Et que c'est largement suffisant. Le problème, c'est qu'une personne qui n'est pas d'accord avec nous, et elle-même, elle est persuadée d'avoir raison, il faut savoir se mettre un petit peu dans les chaussures de l'autre. Et l'agression et le fait de balancer ce qui est peut-être la vérité, admettons, c'est peut-être la vérité, mais le balancer avec de la brutalité comme ça, malheureusement, c'est hyper contre-productif. Oui, ça dessert la cause. Je sais que tu desserres la cause. Dans certains milieux militants, c'est devenu un mème et c'est devenu une blague. C'est même devenu un point sur les bingos militants. Mais désolé, on peut desservir sa propre cause. Bah oui. Et il y a un moment où s'en moquer comme ça, c'est juste profondément stupide. Donc on peut desservir sa cause et malheureusement, il y a une chose qui est trop peu prise en compte, c'est l'aspect méthode. Être du bon côté de l'histoire, ça ne suffit pas. Et agresser une personne de droite parce qu'elle a tort, et je pense très sincèrement que ces gens ont tort, bien sûr. Moi aussi, Voilà. pas de problème là-dessus. Je pense, mais agresser ces personnes parce qu'elles ont tort, c'est juste le meilleur moyen de s'attirer leur inimitié et de faire en sorte que elles vont jamais changer d'avis. Comment on peut espérer changer la société si les individus qui font de la merde, on n'essaie pas de les aider à changer, qu'on se dit de toute façon j'ai raison, t'es un fils de pute, ferme ta gueule, je te veux pas dans mon entourage. Bravo. Pour ça, bon, c'est un livre qui est un peu universitaire, mais le livre de Frédéric Lordon, qui s'appelle Imperium, qui travaille sur cette notion, sur la notion d'État, est assez intéressant parce que justement, il dit, pour faire une campagne politique ou quelque chose, être dans le vrai, ça suffit pas. Il faut des affects derrière, et pas des affects négatifs du coup. Bien sûr. Il faut des affects positifs, il faut entraîner de l'espoir, tout ça. C'est pareil quand on veut gagner une cause. Je veux dire, on veut gagner une cause, on veut gagner une campagne, c'est la même chose. Avoir raison, ça ne suffit pas. D'ailleurs, on peut en parler vite fait, c'est une des choses que je reproche un peu à la zététique, c'est que vous démontrez que vous avez... Enfin, vous. Tu fais plus vraiment partie de la tronche en biais, t'es là, mais t'es pas trop là, donc bon. Voilà. Alors, en général, c'est une chose que je reproche beaucoup aux zététiciens en tant que spinozistes, c'est-à-dire, vous vous appuyez sur les faits, c'est très bien. Le problème, c'est que les affects derrière, je suis pas sûr que ce soit très efficace en vrai. Je suis d'accord. Ah bon, c'était le débat le plus court de l'histoire des débats. N'est-ce pas? Donc voilà. Bon, maintenant, on va parler un peu de ton groupe de musique. Donc Sphera, c'est ça? Sphera, tout à fait. Donc c'est un groupe. Alors il va falloir que tu m'aiguilles parce que je suis nul en musique. Donc c'est un groupe de métal, c'est ça? C'est un groupe de métal. Parce que je sais pas si c'est du hard rock, du métal, du black metal, il y a trop de trucs différents. Alors on peut dire, après, c'est ce que disent en tout cas les musiciens avec lesquels je travaille, parce que moi les différentes nomenclatures en métal, je suis vraiment pas très bon non plus, mais c'est du death metal progressif. D'accord. J'aime bien personnellement parler de métal expérimental parce qu'on aime bien justement expérimenter tout un tas de sonorités et de techniques dans la musique qu'on fait. Vous êtes combien? On est 4. 4 garçons? 4 garçons, oui, tout à fait. Ah, c'est pas très paritaire tout ça. Je voulais une batteuse, mais malheureusement, le gros problème, et ça justement, je vais en parler, c'est que le métal, c'est pas inclusif du tout. Eh vas-y, parle-en. En fait, l'une des raisons pour lesquelles je me suis vraiment focalisé sur la musique et pour lesquelles je m'éloigne un petit peu de la zététique, c'est l'une des raisons. Je veux dire, la raison principale, c'est que je préfère la musique parce que c'est mon domaine depuis toujours. Ça fait 20 ans que je fais de la musique et c'est à ça que je me destinais. La zététique, c'est presque une erreur, c'est presque un accident de parcours, pas une erreur, mais un accident de parcours. Mais il y a un gros problème, notamment avec les musiques extrêmes, c'est que death metal, black metal, thrash, tout ça. Moi, j'en ai une vision extrême. élitiste. Alors, en dehors de ça, je sais pas. Alors, élitiste, c'est possible. C'est possible. C'est pas du tout mon angle d'attaque, donc c'est pas trop là-dessus que je vais. Vas-y. Que je vais pouvoir t'en dire grand-chose. Après, c'est vrai que c'est une musique qui est techniquement très compliquée, donc c'est vrai qu'il faut un assez bon bagage. Ensuite,
toutes les personnes qui finissent dans ces styles-là, ils font pas forcément partie de l'élite, entre guillemets, comment dire, économique, conservatoire, machin. Par contre, ouais, effectivement, c'est des styles qui sont techniquement très demandeurs et ouais, il faut être très bon pour les faire. Voilà. Donc, une certaine forme d'élite à ce niveau-là, mais quand on parle d'élite, je ressens toujours le besoin de séparer l'élite économique du reste parce que ah oui, alors c'est pas la même chose pour moi. On rappelle Bourdieu, il y a 3 capitales, capital social, capital culturel, capital économique. Exactement, voilà, pour moi, certes, Dawkins fait partie de l'élite scientifique, mais c'est pas pour ça que c'est quelqu'un qui est dans le parangon de l'élite économique, quoi. C'est pas la même chose. Voilà, en tant que mec qui a fait une thèse, je sais que je fais partie d'une certaine forme d'élite intellectuelle malgré moi, parce que j'ai acquis un niveau universitaire qui est élevé, mais qu'on vienne pas me dire que je fais partie de l'élite tout court, parce que ça va me faire chier. Et donc, du coup, le métal n'est pas inclusif, c'est ça ? Donc, le métal n'est pas inclusif du tout, malheureusement. Ce qui est très drôle, parce que le décorum métal, c'est quand même cuir, moustache et vêtements cloutés. Excusez-moi, ça a été introduit par Rob Halford, le chanteur de Judas Priest, qui était gay. Mais de manière générale, le métal reste quand même un style hyper macho, hyper viriliste, surtout les métals extrêmes. Et c'est aussi pour ça que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de femmes dans le métal. Le style de métal dans lequel on retrouve le plus de femmes, c'est le métal symphonique. Et comme par hasard, c'est considéré par beaucoup de métalleux comme un style de chochotte. Ce qui quand même en dit pas mal long. Et puis voilà, je me rends bien compte maintenant que je suis out, et pour le coup dans le milieu métal, j'essaye depuis un moment d'être le plus out possible parce que je pense que c'est hyper important. Je vois bien que ça met certaines personnes mal à l'aise parfois, notamment dans les loges, quoi. C'est un milieu qui est hyper compliqué. Je le voyais pas comme ça, c'est vrai que tu m'apprends un truc là, parce que c'est vraiment c'est des milieux que je connais pas en fait, que je fréquente pas du tout, mais bon, j'en fréquente d'autres sur lesquels c'est le même problème, hein. Ouais, mais c'est hyper ironique parce que c'est un style qui se veut quand même contestataire, c'est un style avec une identité politique très forte. Voilà, et puis il y a une notion de libération quand même derrière, de lâchons-nous, quoi. Ouais, totalement. Totalement. Visiblement pas surtout. Mais très franchement, pas surtout. On a un morceau avec le groupe qui parle de non-binarité de genre et de bisexualité. Et je veux dire, je vois bien que quand j'interprète ce morceau, les gens dans le public sont un peu plus circonspects que quand je parle de sujets un peu plus bourrins, quoi. Je veux dire, il y a un moment, c'est ironique, mais ça choque moins dans le métal de parler de bébés démembrés que de parler de mecs qui sucent des bites. Vous avez un problème, les gens. Eh bah, mets les deux en même temps. Alors, je suis pas tellement chaud pour inclure des bébés démembrés dans mes parties de jambes en l'air. Je suis vraiment désolé. Hein. Comment ça, c'est glauque? Alors, je suis pas vénère à ce point. Je suis pas team bébé démembré. Désolé, je vais continuer à sucer mes bites normalement, tu vois, sans bébé démembré. Merci. D'accord. On écoutera un dernier morceau tout à l'heure. Ouais. Et j'aimerais qu'on passe tout de suite à ma chronique à moi, parce que je vous ai préparé un petit texte, et c'est justement sur la PMA pour tous qui vient d'être encore repoussée. Hein. Alors, eh bien oui, la procréation médicalement assistée est encore repoussée jusqu'en janvier 2020. Selon Gilles Legendre, le président du groupe La République En Marche, qui, rappelez-vous, se trouvait lui et son groupe probablement trop intelligents. Cette loi, qui ne concerne qu'une minorité, ne changera pas la face du monde, je cite, ce n'est donc pas une priorité du gouvernement. Alors si on peut être d'accord avec ça, ça ne changera probablement pas la face du monde. On peut aussi se dire que pour de nombreuses familles et de nombreux couples, la PMA va quand même changer beaucoup de choses. Alors la justification, c'est que le climat ne serait pas propice avec les défilés hebdomadaires des Gilets jaunes. La tension est palpable dans la société. Alors ça aussi, on peut l'admettre, c'est quand même visible tous les samedis. Et le gouvernement ne veut pas rejouer la manif pour tous comme en 2013. Alors une bonne raison, encore faudrait-il que ce ne soit pas le gouvernement qui crée la tension, parce qu'on a eu quand même la loi travail, la réforme de la SNCF, la taxe carburant, et puis il y a la réforme des retraites qui arrive, donc on va pouvoir repousser la PMA jusqu'au fond des calendes grecques. Voilà. Une fois de plus, les LGBTQI+, sont les dindons de la farce. En 2013, le gouvernement Hollande avait utilisé le mariage pour tous comme la mesure de gauche pour justifier toutes les politiques de droite qui allaient suivre. Cette fois-ci, le gouvernement utilisera probablement la PMA pour convaincre son aile gauche de rester quand il y aura de l'orage dans l'air au sein de La République En Marche. On sait déjà qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent que le mouvement soit trop à droite.
Moi, je trouve qu'il est de droite point et qu'il n'y a pas besoin de dire qu'il est trop. Oui. De toute façon, si individuellement certains au sein de la majorité défendent les droits des personnes LGBTQI+, ce n'est pas le cas de la structure en elle-même. Une députée homophobe, Agnès Steele, qui n'est pas bannie pour ses propos orduriers, où elle comparait les femmes pratiquant la PMA à des drogués. Je cherche toujours le rapport entre les deux. Enfin, bon. Il y a également des ministres qui étaient opposés au mariage pour tous au sein du gouvernement. Monsieur Darmanin, on vous fait coucou. Et rappelez-vous de ce candidat ouvertement homophobe aux élections législatives de 2017. Donc quand même, ça laisse des traces. En fait, à l'intérieur de La République En Marche, on trouve tout et n'importe quoi. C'est un vrai melting pot. Des femmes et des hommes qui défendent honnêtement les droits LGBT. Mounir Majoubi, malgré tout le mal que je pense de sa politique sur le numérique, au moins, il défend les droits LGBT. Il y a aussi des homophobes affirmés, j'en parlais, Agnès Steele, et surtout beaucoup de gens qui en fait n'en ont juste rien à foutre et voteront comme on leur dira et diront ce que le gouvernement leur dira de dire. Donc voilà, pour une fois, il vaut peut-être mieux que le gouvernement, qui semble quand même faire voter cette loi, dirige la majorité d'une main de fer, parce que sinon ils vont encore faire n'importe quoi. En bref, vous n'aurez pas de surprise avec ce gouvernement de centre-droit, il fera le strict minimum pour les LGBTQI+. Voilà. Donc n'attendez rien, attendez juste ce qu'ils vous ont promis et vous n'aurez rien de plus. Et encore, c'est pas encore signé. Voilà, sur la PMA pour tous, je pense que j'ai fait un bon résumé là. C'est parfait. C'est parfait, oui, puis tant qu'on peut dire du mal d'En Marche, moi je suis toujours bon. Je suis chaud. Donc voilà. On va écouter un dernier son, c'est Alchemistry. Alors je ne suis pas sûr de bien le dire. C'est parfait. C'est parfait. Bon. De ton groupe de musique, donc on rappelle Sphera. Je te propose tout de suite de rappeler les dates de chez Paulette. Alors nous serons chez Paulette, donc le 19 avril, donc panier derrière Barine, c'est en Lorraine, venez. Et ce sera avec Misanthrope. Voilà. On écoute ça tout de suite. A strange infatuation seems to emerge from inside. Now possessing a passion I could never, ever hide. My atoms and genetics organized in some way. I feel you in some magic in my brain this very day. Our insides in harmony reach compatibility to keep going and to be. That's the way of the species. Et voilà, c'était donc Alchemistry de Sphera. Alors, je vais remercier nos auditeurs. Je vais remercier aussi notre invité. Donc, on rappelle Vled Tapas. Donc, ta chaîne YouTube, c'est le 7 barré. L'autre chaîne YouTube, c'est la Tronche en Biais. Le groupe, c'est Sphera. J'ai rien oublié. Non, c'est parfait. Donc, voilà. Je remercie également la technique et puis la radio. Et on se retrouve dans 2 semaines et on parlera d'une série norvégienne qui a été adaptée en français. À bientôt.